Bonsoir. Alors en fait, ça donne Frédéric. Merci. Frédéric Carl Gustl von Fanabe, 1892-1914. Frédéric Carl Gustl von Fanabe vit le jour par une froide nuit de février 1892 dans le château familial de Kierkegaard, au cœur d'une Bavière encore gothique sur laquelle l'Oktoberfest n'avait pas encore attiré l'éclairante attention du reste du monde. Croyez-le ou non, mais quand elle perdit les os, sa mère prenait son bain, ce qui fit qu'elle ne s'en rendit pas compte. Soudainement saisie de ce qu'elle prit pour le spasme douloureux d'une violente colique, la mère voulut se rendre à la toilette. « Misère de Dieu !» se dit-elle. Elle n'avait pas tort, car la cuvette tant désirée se trouvait à l'autre bout de la vaste demeure. La robuste Prussienne sortit d'un saut du bain, courut nue à travers le château, glissant plus d'une fois sur le marbre froid, tant et si bien que les chocs répétés avaient fait progresser le travail de la mise à bas, et que la tête du jeune Frédéric Carl Gustl pendait littéralement du cul de sa mère, quand le baron von Fanabe vit passer en courant sa bien-aimée, nue et déjà couverte de bleu sur les peaux de fauve qui recouvraient le sol de l'immense salon où il parcourait les légères pages en vélin d'une Bible luthérienne. Dans sa panique, la baronne n'avait pas entendu les cris désespérés de l'enfant qui ne tenait plus à la matrice originelle que par un pied. Dans sa hâte, la jeune mère ne pensait qu'à déposer au plus vite ce qu'elle pensait être un énorme étron. Ainsi, Frédéric Carl Gustl von Fanabe naquit-il dans la cuvette du château familial, et la panique ayant relâché pour de vrai les intestins de la mère, ce ne fut pas de douces larmes de joie qui fut premièrement arrosée. Unique descendant de la lignée des Fanabe, famille de Hobro, petite noblesse de campagne qui avait toujours envié la grande, Frédéric Carl Gustl fut pourtant élevé loin des combatistes qui font les amusements et les drames de sa caste. Croyez-le ou non, il n'y eut pas d'enfant plus loup que ce petit teuton surprotégé, fils d'un siècle à l'agonie et dont la chrétienté pouvait sembler compromise par l'improbable baptême dont il fut la victime. Frédéric Carl Gustl était non seulement un enfant calme, mais également un enfant génial. À l'âge où la plupart des enfants élaborent dans leur petit cerveau stupide les bases d'un égoïsme primaire, Frédéric Carl Gustl ambitionnait un accomplissement supérieur, devenir peintre. De sa production infantile, il ne reste que peu de traces, si ce n'est cette émouvante aquarelle, grosse femme à la choucroute, représentant sa mère, et qui est restée conservée dans les archives familiales. Les années passent au château de Kierkegaard. Le temps s'écoule, paisible, jusqu'à la dramatique année 1907. Cette année-là, Frédéric Carl Gustl perd sa mère, perd son père, mais persévère. C'est avec la frénésie orphique de celui qui a perdu ce qu'il aime, qu'il peint de mémoire inlassablement les portraits de ses parents, dont la mort fut un tel paroxysme de l'atroce que je ne peux ni la dire, ni la décrire. Mais seulement pour les esprits que la curiosité tourmente, dire, croyez-le ou non, qu'elle impliquait leur mort, un gros cheval de trait, un piano à queue, 2 litres d'huile de friture, et cet objet honteux dont les plus pervers d'entre nous se chuchotent le nom à l'oreille en prononçant les mots proscrits de Code Ceinture. Goethe en version originale bavaroise. Trêve de ces grivoiseries macabres. Le jeune Fanabe n'avait pas abandonné la peinture. Abandonnant la série de portraits de ses parents disparus, dont sont issus des chefs-d'œuvre tels que Petit homme, grosse bière ou encore Grosse femme et saucisse de Francfort, le jeune peintre rend le château familial et part s'établir à Vienne où il est reçu à l'Académie des Beaux-Arts. Oh, terrible muse, mère impitoyable des arts, de quel présent divin récompenses-tu tes fils pour qu'ils t'immolent leur printemps? Comme Frédéric Carl Gustl a pu t'aimer durant ces années viennoises, à l'abri de son atelier, mettant au point la technique nouvelle qui, espérait-il, devait lui permettre d'accéder à la gloire immortelle. Comme Frédéric Carl Gustl von Fanabe a pu t'aimer, oh muse, pour décider, en dépit de l'avis de tous, de peindre avec les oreilles. C'est en effet durant ces premières années viennoises que le jeune Fanabe développa sa révolutionnaire peinture auriculaire, se faisant par là même renvoyer de l'Académie pour incompétence fondamentale. À la tête d'une considérable fortune, Frédéric Carl Gustl souhaite cependant vivre la vie de bohème et de misère des rapins de son époque. Il partage une chambre avec un autre aspirant peintre, un certain Adolf Hitler. Adolf Hitler est imbécile, taciturne, paresseux, et le monde entier à l'exception de sa mère et de Wagner, mais possède aux yeux de Frédéric Carl Gustl von Fanabe cette suprême qualité de dire du bien de sa peinture auriculaire, et d'être le seul à le faire. Il existe au moins de Fanabe 2 portraits connus du misérable autrichien. Chemise brune et Rottweiler, et petite moustache imbibée de lait. Et la vie passe. Adolphe peste en sirotant un café amer. Frédéric Carl Gustl transforme ses oreilles en chou-fleur de pu, à force de les frotter, pointiller, appuyer, truer et égoutter sur les surfaces rugueuses de toile bon marché. Le soir, les 2 artistes retrouvent des amis artistes. Siegfried Jürkelsrichter, manchot sculpteur. Hans Durtel, tatoueur pour chien. Miral Kavzak, émigré ukrainien, mystique amateur. Et Michel,
Poète franco-belge, prédata surréo-futuriste que l'on retrouvera mort quelques années plus tard dans les toilettes du cabaret Voltaire, la tête dans le cul, littéralement. Les soirs où ils se retrouvent, les amis sont heureux, car la recherche effrénée de reconnaissance qui les tourmente nuit et jour les laisse alors en paix. Durant ces quelques heures, ils ont de l'espoir, ils ont des rêves, et sans le savoir, ils réalisent ce à quoi ils aspirent, ils ouvrent leur cœur. Mais nul destiné baptisé dans une cuvette de toilette souillée ne peut connaître le doux bonheur de l'accomplissement et de la réussite. Frédéric Carl Gustl von Fanabel devait mourir jeune, trop jeune. Le jeune homme était fumeur, et fumait en peignant, badigeonnant ses oreilles de peinture, prenant une bouffée de cigarette, badigeonnant ses oreilles de térébenthine, alternant avec une autre bouffée, badigeonnant ses oreilles de peinture, jusqu'au jour où il badigeonna sa bouche de peinture et mit le feu à ses oreilles imbibées de térébenthine avec sa cigarette. Pris de panique, les oreilles en feu, Frédéric Carl Gustl courut à la fontaine du coin de sa rue qu'il n'atteignit jamais. En chemin, il fut percuté par un gros cheval de trait. Un très gros cheval de trait, diront les témoins. Un passant accourut et recueillit les derniers soupirs du descendant des Fanabel aux oreilles encore fumantes. D'un baiser sur le front, il calma l'âme ardente du jeune Bavarois. Cet homme s'appelait Egon Schiele, il était également peintre. Il n'avait lui-même plus que 4 ans à vivre. Nous étions en 1914. Quelques mois plus tard, la Première Guerre mondiale commençait. Elle allait engloutir des millions de vies. S'il y a tout ça qu'une seule chose à retenir, c'est ceci. Ne faites jamais la guerre. Jamais.